Merci de nous rejoindre. C'est l'acte de 13h15 aujourd'hui, après 6 semaines déjà de guerre. Et nous allons maintenant retourner à Odessa, ce grand port de la mer Noire, où nous étions déjà il y a 2 semaines avec David, ce boulanger français qui continue de croire en la vie. Le front n'est pas loin, avec notamment la ville de Mykolaïv. Nous y avons rencontré Yvan et Yann, qui ont aménagé le sous-sol d'une école pour accueillir ceux qui n'ont pas quitté la ville. Reportage Maxime Beneteau, Fabien Lasserre et Nicolas Berthelot. La guerre a vidé le centre historique d'Odessa. Ces avenues sont verrouillées par des checkpoints. Bon courage les gars. L'ennemi russe menace. La ville est en sursis. Avant, la gare accueillait des touristes par milliers. Elle est aujourd'hui le point de rendez-vous des futurs exilés. Ces bus partent pour la Moldavie, la Roumanie. Les chauffeurs, ouvrez-nous la sous-téléporte, s'il vous plaît. Vous pouvez entrer. Il faut juste déposer les bagages. Yulia travaille pour une association juive d'Odessa. Elle aide tous ceux qui le souhaitent à quitter la ville. Vous allez à Chisinau ou à Bucarest? Chisinau, Quel est votre nom? Balilova. Je ne suis pas sur la liste? Je vais vous rajouter. Yulia est leur point de repère, avant ce grand saut dans l'inconnu. Les gens disent qu'il n'y a pas de vol depuis Chisinau. On peut aller là-bas. Il y a des vols qui sont assurés. Vous aurez un endroit où dormir. Et vous pourrez déposer vos affaires là-bas, évidemment. J'ai de la peine pour ces gens. Je voudrais les aider le plus possible. Ils sont comme des enfants qui ne savent pas où ils vont. Même si on essaie de leur donner tout le soutien possible, personne ne va les prendre par la main et les amener à Bucarest ou en Moldavie. Ils ont tous peur. Et moi, je voudrais les aider moralement. J'ai de la peine pour eux. C'est inhumain. Ça dépasse l'entendement. Comment on a pu en arriver là? Nous vivons dans cette ville depuis plusieurs années et maintenant on est obligé de s'enfuir. On ne sait pas où. C'est dur, pardonnez-moi, mais c'est très dur. Vous savez ce que je pense? Si on me disait « donne ta vie » et Poutine disparaît, je dirais oui, mon Dieu, oui. Tu peux fermer, ça y est. Ok les gars, que Dieu vous protège.
Vous savez qu'Odessa était sous l'occupation roumaine pendant la guerre. Les Allemands n'étaient pas là. Les Roumains ont tué les Juifs. Aujourd'hui, la situation s'est renversée. Les Allemands et les Roumains aident les Juifs 70 ans après la guerre. Je suis triste, mais j'ai l'espoir qu'ils pourront tous revenir. Mais je sais bien que tout le monde ne reviendra pas. J'espère qu'ils le pourront et le plus vite possible. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir? Oui, évidemment. Comment on peut vivre sans ça? Il y a aussi la foi que tout ira bien. En temps de paix, Yulia est puéricultrice dans cette crèche de la communauté juive. C'est la première fois qu'elle rouvre ses portes depuis le début de l'invasion russe. Coucou les lapins! Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu n'as personne avec qui jouer? Les enfants, 1 minute d'attention, on va d'abord danser. Je vais mettre la musique. Avant la guerre, il y avait entre 50 et 60 enfants au minimum, divisés en plusieurs groupes en fonction de leur âge. Et maintenant, on a seulement ces enfants qui restent. Le comportement des enfants, il a changé? Non, ils jouaient déjà à la guerre. On joue aux soldats? Je pense que ce qui se passe, c'est que les enfants qui n'ont pas peur, en fait, ce sont leurs parents qui n'ont pas peur. Ceux qui avaient peur sont déjà partis. C'est sans doute pour cela que les enfants qui sont là sont sereins. En moins d'1 mois et demi, plus de 4 millions de personnes ont dû se résoudre à quitter le pays. Ceux qui restent protègent la ville. Vladimir Poutine dit vouloir dénazifier l'Ukraine. Mais c'est bien son armée qui fait fuir les Juifs d'Odessa. Moi, je me souviens des alertes quand j'avais 3 ans en Israël. J'en ai assez de la guerre. À Odessa, j'ai toujours marché avec ma barbe et ma kippa, sans crainte. Au contraire, on me dit « Shalom, rabbin ». Bonjour, rabbin. Je me sens libre ici. Il n'y a pas d'endroit plus libre dans le monde que l'Ukraine. Quand eux, ils viennent chez nous en Ukraine, soi-disant pour nous libérer, ils disent qu'ils vont nous libérer. Mais on n'a pas besoin qu'ils nous libèrent. Ne nous tuez pas. Laissez-nous simplement vivre.
Va en paix. Reviens-nous sain et sauf. Que Dieu nous apporte du bonheur, car notre combat est juste. C'est très bien. Grâce à Dieu. À une centaine de kilomètres de là, en route vers Mykolaïv, à l'est, tout près du front. Qu'est-ce qui attend Mykolaïv, à votre avis? C'est une question qui tourmente beaucoup de gens. Il y a ceux qui espèrent que cela ne se produise pas, et les autres, comme moi, qui envisagent le pire. Que Mykolaïv soit détruite. Mykolaïv, le dernier rempart, avant Odessa. Ivan voit chaque jour les bombes détruire des habitations. Deux morts dans cette maison. Ici, un hôtel éventré par l'aviation. Je suis un simple habitant de Mykolaïv. Je suis chargé d'une mission. Je me suis retrouvé un jour par hasard dans un abri et j'ai décidé de m'occuper des gens qui y étaient. Si je peux être utile, je le fais. Pour moi, il n'y a rien de plus précieux dans ce monde que la vie humaine. Donc si je peux être utile et aider, je le fais. Je me suis retrouvé dans cet endroit, à ce moment-là, et c'est peut-être ça mon destin. La devise de notre bunker, une volonté et un moral de fer. Ils sont une soixantaine, comme Ivan, à passer leur nuit dans les sous-sols de cette école. C'est lui qui organise la vie souterraine des habitants du quartier. Salut, ça va? Dis-moi, toi, chaque jour tu deviens de plus en plus courageux. Tu t'éloignes un peu plus du bunker, c'est bien. Salut. Salut, bonjour. Ça, c'est des médicaments. Ça va servir à compléter la trousse de secours, ok? Tout se passe bien pour vous? Oui, Demain, on rapporte du pain. Vous serez là ou non? oui. Et pour aujourd'hui? Donc on en prévoit pour vous. Aujourd'hui, on n'a pas été livré. Salut tout le monde. On est tous ukrainiens, hein? Comment vous avez eu l'idée de créer cet abri? Je me suis retrouvé ici par hasard parce que ma belle-mère vit dans le coin. Ma belle-mère vit juste à côté. Et ma famille, du coup, s'est cachée ici. Dans l'abri, il fallait nommer un responsable. Et avant, il n'y avait qu'un prof de l'école pour s'en occuper. Du coup, ils m'ont demandé de venir. Et c'est pour ça que je vis ici désormais. On est comme des SDF.
Maintenant, je comprends ce que c'est que d'être sans abri. Beaucoup de gens se sont habitués, vous savez. Ils viennent ici comme dans une deuxième maison, un deuxième appartement. Ils partent pour 1 heure, mais après ils reviennent très vite. Ça fait peur. Dès que les sirènes retentissent, on revient ici en courant. On court comme des cafards. Ce n'est pas un vrai bunker, plutôt un sous-sol. Mais à l'abri sous ce gymnase, les habitants se sentent en sécurité. Deux jours auparavant, leur quartier a été frappé à son tour. J'habite au 8e étage et j'ai senti le bâtiment trembler. J'étais en état de choc. Je ne savais pas qui prendre en premier, ma femme ou mon enfant. Il faut se réfugier avec nous. C'est ce qu'on a fait. On est descendu dans l'abri. Quand on était dans notre appartement, on entendait le bruit de l'avion. J'avais des doutes, mais en 2 secondes, on a fait nos valises et on est descendu. Yann loue un appartement dans cette barre d'immeubles. Regardez les balcons et les vitres cassées. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bombe à fragmentation est tombée ici. Les bombes à fragmentation, ce ne sont pas n'importe quelle bombe. Leurs éclats visent à toucher le plus de personnes possible. C'est avec ça qu'on nous tire dessus. C'est des éclats d'obus qui brisent les vitres et s'éparpillent de tous les côtés. Il y a eu des blessés? Pour le moment, non, ici, aucun blessé. Les gens ont eu de la chance. C'était la nuit, ils dormaient. Ces bombes à fragmentation, il est théoriquement interdit de les utiliser contre la population civile. Mykolaïv est sous couvre-feu de 19h à 6h du matin. La journée, entre 2 alertes, Yann repasse rapidement par son appartement. Il est dans son petit bunker, lui aussi. Il ne va pas venir dans notre main, il n'aime pas le contact. Ma femme et moi, nous vivons ici. Notre chambre est par là, et là-bas, c'est la chambre de Vika. On partage l'appartement avec une autre famille. Ça revient moins cher. Mon ex-femme et ma fille sont en Pologne. Ma fille m'envoie des photos et on s'appelle tous les jours. Tout est calme là-bas, elle se repose. Ça me rassure qu'elle soit là-bas. Elle ne voulait pas partir au début. J'appelle ma fille plusieurs fois par jour via Internet. Ou c'est elle qui m'appelle. J'espère qu'elle reviendra ici quand tout sera fini. Au fil des jours et des nuits, on finit par s'habituer à tout. Aux coupures d'électricité, au bruit des sirènes.
Elle rythme le quotidien. À Mykolaïv, comme à Odessa. Son histoire, son architecture, sa culture font d'Odessa la plus française des villes ukrainiennes. Il y a 2 semaines, nous avions rencontré David. Il vit et travaille ici depuis 5 ans. Aujourd'hui, c'est la boulangerie guerrière, on va l'appeler. Hein. Alors normalement, les prix, je les mets là, en temps normal. Et là, bon, vu que je ne veux pas faire payer, voilà, pas de prix. Croissants et boissons chaudes sont offertes jusqu'à la fin du conflit, tant que je peux tenir. Voilà. Dans des situations comme ça, je peux pas faire payer. Good morning. Hi, David. How are you? Thanks, fine. How was your night? Good, good. Americano? Oh. OK. Сколько croissant? 3. For you, 4. Il y a eu une bonne ambiance et tout. Comment on voulait partir et laisser des gens comme ça et les faire payer? Je peux pas. Ma femme est d'ici, c'est son pays. Je me dois de l'aider. Pour la première fois, Odessa vient à son tour d'être touchée. Un missile est tombé sur un quartier résidentiel en bord de mer. Non loin de l'ancien appartement de David. Ils ont dû avoir peur, ces pauvres gens, regarder des enfants. Les dégâts, heureusement, ne sont que matériels. Mais cela sonne pour lui comme un avertissement. Ils bombardent sur n'importe quoi. C'est un immeuble où c'est des civils qui habitent. Je vois pas l'intérêt. Mais regarde les rideaux déchirés et tout. Il y a quand même des gens dedans. T'imagines la peur de ces gens? Ils sont là, tranquilles et... Étrangement, on s'y habitue. On se dit, ça va arriver, ça arrive, et on va improviser, on verra bien ce qu'on fera sur le moment. Il n'y a plus l'effet de qu'est-ce que je fais, où je vais, mon Dieu, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais été... On est habitué. On entend les sirènes, l'artillerie antiaérienne, les bombes, boum-bam. On est habitué. Je suis curieux, je vais voir. Hein. Ah ouais, non, mais ça a une pénétration... Hein? Imagine, toi. C'est des boules qu'il y a dedans. Ben bon. Inventer des trucs pareils. Здравствуйте.
Ouais, tu vois, c'est tombé de l'autre côté, les shrapnels, ils ont tapé, et on voit la puissance de la déflagration. Hein, c'est un portail passoire, quoi. Voilà. La cloche, c'est les alertes. Hein. Il y a des endroits, les sirènes sont dans la ville. Ici, on ne les entend pas. Donc, quand une église à Odessa, dans la ville, entend la sirène, elle fait sonner sa cloche, ça fait sonner l'autre église, et ainsi de suite. Donc, les gens ici, grâce à la cloche, savent qu'il y a une alerte aérienne. Donc là, théoriquement, on devrait aller se mettre... Théoriquement, on ne devrait pas rester là comme des canards sauvages en train de se filmer. Здравствуйте. Voilà. Parking souterrain. D'ailleurs, tous les gens sont là, vous voyez. Moi, les caves et les basements, tout ça, j'y ai pas confiance. S'ils mettent vraiment un gros missile, un truc vraiment énorme, un immeuble comme ça, ils le soufflent s'ils veulent. Donc tu restes bloqué ici. On est encore en alerte. Ouais. Et en général, ça dure, Bah, ça dépend. Non, ça dépend. Par exemple, je crois que c'est avant-hier soir. Ça a duré 3 heures, le truc. Ça a duré longtemps. Ouais, c'était super long. Et puis, ça s'est arrêté. Et à 5h30, ça a repris. C'est de plus en plus fréquent. Avant, c'était pas aussi fréquent. Avant, c'était 1 ou 2 fois. Mais là, ça devient de plus en plus... Oui, non, j'appréhende, bien sûr. J'ai pas envie qu'ils bombardent toute la ville. J'y suis dans la ville, bien sûr que j'y pense. Mais j'essaye, dès que j'y pense, allez, il faut que je le chasse, parce que ça me sert à quoi d'y penser? Les navires russes sont visibles depuis la plage. La menace est permanente. Tous redoutent un débarquement. Alors on protège Odessa avec les moyens du bord. Des sacs de sable, par dizaines de milliers. C'est notre plage d'Odessa. On espère bien se faire bronzer encore ici cet été. Les Russes peuvent débarquer par la plage. C'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte de tous nous protéger et de protéger nos militaires. Et comme ça, nos militaires nous défendront. Русский военный корабль! Иди нахуй! Quand elle n'est pas sur la plage, Alona dirige une entreprise de travaux publics.
Non, on est encore au checkpoint. J'arrive. Tu peux me dire combien de sacs on a déjà cousus? Ok, j'ai compris. 300. J'arrive. Se retrousser les manches est le meilleur des antidotes contre la peur. Alors comme Alona, nombre d'entrepreneurs participent à l'effort de guerre. Ici, une société de textile. Bonjour tout le monde. Ça, c'est le matériel pour faire des sacs de sable. En premier lieu, on doit coudre la toile et ces sacs-là serviront pour la défense de la ville. Ici, il y a de quoi faire 300 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouleaux pour faire 50 sacs, ça fait 300 en tout. Et venez. Je vous montre ici, ce sont les patrons pour faire les gilets pare-balles. Les plaques métalliques sont là. On les fait à la main avec des suspensions de camion et après, les militaires les testent dans leur unité. On les met comme ça. Ah, elles sont lourdes, ces plaques. Comment les mecs peuvent porter ça? On les a rangées par ordre de taille. Vous avez fait quoi, Irena, aujourd'hui alors? Là, je m'occupe de la coupe des patrons des gilets pare-balles. En temps de paix, tu sais, j'ai mon propre atelier. Ça marchait bien, je faisais des bénéfices. Maintenant, c'est différent. Je travaille avec mes concurrents. En fait, on est réunis pour s'entraider. Ma perception des choses a changé. Je comprends qu'il y a la guerre, des gens meurent, les enfants meurent. Donc maintenant, je ne fais pas mon travail juste pour le plaisir. Je me sens investie d'une grande responsabilité, car je fais partie de la défense de la ville. Je ne veux vraiment pas me rendre. Je veux absolument qu'on gagne. J'ai cette flamme intérieure parce qu'on a violé ma liberté et celle des Ukrainiens. « 5 mètres sous terre, le son des sirènes est étouffé. Tout ici est fait pour que la vie semble la plus normale possible. Tu veux une assiette? Ouais. Donne-moi une assiette. On va manger ensemble. C'est bon. Le bortsch, c'est bon aussi quand c'est froid. Malheureusement, on ne peut pas cuisiner sur place. Allez, bon appétit.
fleur, un papillon. C'est qui? C'est Tom. Je dessine un petit chat. Un petit chat. Yulia, viens voir. Qu'est-ce que tu fais? Allez, Yulia, viens voir. Oh, mon joli petit chat. Elle ronronne. Oui, ma belle. Je dirais que ce qui a été le plus effrayant, c'était le 24 février à 5 h du matin, quand il y a eu les premières frappes. C'est vraiment effrayant, ça faisait très peur. Tu te réveilles au son de l'explosion. J'ai réveillé tout le monde et j'ai pensé, la guerre a commencé. Ça y est, on y va. Ludmila a 70 ans. Son dos la fait souffrir. Elle passe la nuit sur sa chaise. Je dors ici. C'est comme ça que je dors. Le matin, je me réveille à 6 h et je rentre à la maison. Et là, je m'allonge vraiment. Ça fait des jours que j'ai des douleurs au cœur. Et il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus rien dans les pharmacies. Et je suis obligée de rester comme ça. J'ai peur de trop angoisser. Que mon cœur lâche et de ne plus jamais rentrer chez moi. Attendez-moi, attendez-moi. Ma petite Yulia. On y va, on y va. Pour leur toilette, les gamines doivent remonter à l'étage où elles sont plus exposées. Pour ne pas attirer l'attention, la lumière reste éteinte. Lave-toi, lave-toi. Faites votre toilette. C'est l'heure d'aller dormir. C'est notre maison. C'est notre lit. C'est là qu'on dort tout ensemble. Allez, viens là. Habille-toi, habille-toi. Regardez, je me transforme en licorne. Vas-y, assieds-toi. Ruslana, il y a une grand-mère qui dort là. Mais elle joue, elle ne me dérange pas. Laissez les enfants jouer, laissez-les. Ce sont des petites chippies. Oh, j'adore ce dessin animé, c'est mon préféré. On a notre petit cinéma à la maison. On dort ici depuis le début de la guerre. Et tous les jours, on rentre faire des machines. Puis on revient dormir toutes les nuits. Parce que le danger est présent tous les jours. Parfois, ça explose à côté de chez nous, parfois plus loin. Et même s'ils sont à quelques kilomètres, c'est possible qu'ils arrivent chez nous. On pourrait avoir de la chance, comme on pourrait ne pas en avoir. Comment elles prennent la situation, les filles? Ruslana n'a que 5 ans. Elle est petite, elle ne comprend pas tout. Pour elle, c'est comme un jeu. Quand on remonte à l'appartement en journée, elle a déjà envie de retourner dans le bunker. C'est comme ça qu'on la rassure. Oui, oui, j'ai toujours envie de retourner dans le bunker. Dehors, il y a des explosions partout. A priori, elle a peur, mais c'est plutôt comme un jeu. Il y a des tirs dehors. Quand on est arrivé là, la première fois qu'on est sorti, il y a eu une explosion et on nous a dit « Rentrez tous vous mettre à l'abri ». Et on est rentrés se mettre à l'abri.
Tu as eu très peur? Oui, j'ai eu très peur. Et je me suis mise à pleurer. Le seul moment où elles ont peur, c'est quand elles sont en train de se laver. Elles craignent que s'il y a une explosion, elles n'aient pas le temps de sortir de la douche à temps. N'est-ce pas, Carolina? Elles sont très angoissées quand elles prennent leur douche. C'est là qu'elles ont le plus de mal. Ruslana pas trop, mais c'est surtout Carolina qui a très peur. Carolina a 8 ans. Elle vit au 8e étage. T'habites au 8e, c'est ça? Elle habite à un étage très élevé dans l'immeuble. Donc elle ressentait plus les vibrations des bombes. Et cette peur lui est restée. Chez moi aussi, on sent que ça bouge. De quoi vous rêvez dans le bunker? De quoi je rêve dans mon bunker? De ma femme et de mes enfants. Ce sont mes rêves les plus doux. À la maison, c'est vide. Personne ne nous attend. Et on a l'impression qu'on a perdu notre foyer. Et c'est ce bunker, en fait, qui est devenu notre maison. Maintenant, je reste ici parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent en sécurité quand je suis présent. Je pense que ça leur donne une impression de calme, d'apaisement. Je reste ici pour eux. Le jour se lève sur l'école. La nuit a été calme. Le couvre-feu est terminé. Aucune alerte pour l'instant. Quelqu'un veut de l'eau chaude? Ah, il y a des gens qui dorment là. Les grands-mères dorment encore. Ah, l'électricité est revenue. J'ai rêvé d'une licorne qui a fait un arc-en-ciel. Et moi, j'ai rêvé du nombre noir. Il faut que tout ça se termine vite. Que nos proches reviennent. On espère toujours le meilleur. Ceux qui le peuvent regagnent leur appartement.
La guerre est aussi une guerre d'image. Devant l'opéra d'Odessa, un couple d'amoureux s'est donné rendez-vous. Face à notre caméra, ce jeune soldat demande sa compagne en mariage. Tu fais quoi? Oui! Elle me va! Quand est-ce que vous allez vous marier? Après la guerre. Vous pensez que la guerre va durer longtemps? Franchement, c'est pas le meilleur moment pour en parler. J'ai d'autres choses en tête. La jeunesse ukrainienne veut montrer que personne ne parviendra à tuer ses rêves et ses espoirs. Voilà pour ce décryptage, cet épisode sur ces 6 semaines de guerre avec un autre regard. Vous nous retrouvez sur franceinfo.fr. À ce soir pour le grand direct du dimanche soir, 20h le journal, 20h30 nos invités, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, Marion Barbeau, danseuse de l'Opéra de Paris, Antoine Dupont, Romain Tamac, les nouveaux surdoués du rugby français, Hugo Mola, l'entraîneur toulousain, et le chanteur Axel Bauer pour le retour. Bel après-midi à vous et à tout à l'heure.